Bonsoir. Faire ses courses sur Internet et aller les chercher quelques heures plus tard sans payer 1 euro de plus, c'est le principe du drive. Il y en a déjà 2000 en France, une révolution dans la grande distribution. Nous avons enquêté sur ce nouveau mode de consommation. Ils n'ont pas 18 ans et ils ont tué. Qui sont ces ados qui deviennent les meurtriers de leurs amis, de leur famille? Et comment expliquer leurs gestes qui brisent leur vie en prenant celle de leurs victimes? Une fête sportive qui se transforme en émeute à Paris. Est-ce la faute au football, au PSG? Un club qui verse régulièrement dans la violence à l'intérieur et à l'extérieur des stades. Retour sur le phénomène du hooliganisme en France et à l'étranger. Bonsoir, bonsoir à tous. Garder un œil sur son porte-monnaie pour dépenser moins. Ne plus se faire tenter par le superflu en arpentant les rayons des supermarchés. Commander sur Internet mais sans payer de frais de livraison. Voici peut-être les clés du succès du drive. Connaissez-vous ce nouveau concept de la grande distribution? Le principe est simple, 6 millions de Français ne poussent plus leur caddie dans les allées des supermarchés. D'un clic, ils font la liste de leurs courses et vont les récupérer quelques heures plus tard en magasin ou dans un entrepôt. Sans débourser un centime de plus, en moins d'un an, le nombre de drives a été multiplié par 2. Plus de 2000 sites existent aujourd'hui en France et toutes les enseignes s'y mettent. Nous nous sommes plongés dans les coulisses de ces points de livraison. Les grandes surfaces ne sont plus les seules à pratiquer le drive. Vous allez découvrir l'envers du décor et une guerre sans merci entre distributeurs. Un reportage de Guillaume Cahour et Guillaume Viard. Guylaine recevra Guillaume Cahour sur ce plateau. Derrière les murs de ce magasin, un bouleversement s'est produit. À longueur de journée, Corinne exécute les ordres de clients invisibles. Ils ne viennent jamais dans les rayons. Corinne fait les courses à leur place. Quand je trouve pas, ça m'énerve. Je cherche tagine de légumes. Sur sa liste, une trentaine de produits commandés par une cliente sur Internet. Elle n'a pas une minute à perdre, même pour répondre aux consommateurs perdus dans le magasin. 100 carottes. Regardez. Oh là là. Ça rend aimable des carottes. Des commandes comme celle-ci, elle en fait une dizaine tous les jours. J'arrive, madame. C'est une cliente qui vient chercher ses courses. Elle fonce immédiatement vers le parking. Une signature. Ce service s'appelle le Drive. Et en moins de 3 ans, il s'est imposé dans le paysage de la grande distribution. Commander ses courses par Internet et venir les chercher quelques heures plus tard. 6 millions de Français se sont déjà convertis à cette nouvelle façon de consommer. La demande explose, alors les grandes enseignes n'ont plus le choix. Elles ouvrent leur drive à marche forcée. 3 par jour, partout en France. La grande distribution doit changer de modèle. Pourquoi les Français ont-ils adopté si vite ce mode de consommation? Comment les supermarchés s'y prennent-ils pour faire vos courses en un temps record? Vous allez découvrir que chez certains distributeurs, le drive est devenu une nouvelle arme pour écraser la concurrence. Fabrice, Maude et leurs 3 enfants ont adopté un nouveau rituel. Depuis quelques mois, tous les samedis matins, ils redécouvrent le plaisir du marché dans leur quartier. Je vais vous prendre des mexicaines. Un petit peu moins que les cigaloux, une cuillère, ce serait très bien. Une promenade en famille qu'ils savourent d'autant plus qu'avant, le week-end commençait toujours dans le stress. Le samedi matin, on allait faire notre BA et porter notre croix. Et cette croix, c'était ça, un immense parking de supermarché. Pousser son caddie dans un magasin bondé, chercher désespérément les articles dans les rayons, et bien sûr, l'attente interminable à la caisse. Pour Maud et Fabrice, tout cela est terminé. Désormais, Maud fait ses courses dans son salon avec sa tablette connectée à Internet. Donc là, vous allez au supermarché, Maud? C'est ça.
J'ai pris mon caddie en fait et je pars dans mes différents rayons pour aller pour faire mes courses. On va commencer par l'eau parce que les gros plats, voilà, les gros packs d'eau c'est sympa, voilà. Et hop, ça va arriver tout seul. Sans bouger de sa chaise, du bout de l'index, elle met les packs d'eau dans son chariot. On va aller chez les bébés. Maude connaît le site de son hypermarché par cœur. En quelques clics, elle choisit tout ce dont elle a besoin. Voilà, c'est hyper pratique. Et surtout, on économise un temps. Maintenant, on va passer au rayon frais. Pour tout ce qui est yaourt pour les petits garçons, je suis tranquille dans mon salon. Les enfants sont tranquilles dans leur chambre en train de jouer. J'ai pas à les gérer dans les rayons du magasin en train de zigzaguer, à partir à droite à gauche, en me réclamant un truc à ramener à la maison. Voilà, ils sont tranquilles et moi avec. Si Maude a pris goût au drive, c'est aussi parce que les prix sont les mêmes que dans le supermarché qu'elle fréquentait. Et il y a un autre avantage. Du coin de l'œil, elle réussit à contrôler précisément ses dépenses. Donc là, au fur et à mesure, on voit le petit caddie avec le montant de notre commande. Au fur et à mesure, donc on se rend compte que déjà, en ayant acheté le strict minimum, on en est déjà là, par exemple, à 61,24 €. Et alors qu'au supermarché, bon, on voit se remplir le caddie. Et c'est à la caisse qu'on a la grosse surprise, en fait. En moins de 20 minutes, Maude a terminé ses courses. 2 heures plus tard, Fabrice peut aller récupérer la commande. Mais au lieu de chercher une place de parking, il s'arrête sur un emplacement spécialement réservé aux clients du drive. Bonjour. Ce préparateur a fait les courses à leur place, mais Fabrice et Maude ne payent pas un centime de plus. La gratuité, c'est la particularité de ce service. Le drive séduit de plus en plus les consommateurs. Pour la grande distribution, c'est devenu un enjeu stratégique. À Belleville-sur-Saône, à 40 km de Lyon, la guerre entre les enseignes saute aux yeux. L'un en face de l'autre. Carrefour, le numéro 1 de la distribution française, contre Intermarché, le numéro 3. Aujourd'hui, les deux géants s'affrontent sur un nouveau terrain, le drive. Et dans cette bataille commerciale, Nicolas Guilloux, le patron de l'Intermarché, vient de damer le pion à son rival. On a appris que notre concurrent allait ouvrir son activité drive. Donc c'est la raison pour laquelle on s'est mis en projet pour proposer le service drive avant lui. Nicolas Guilloux a ouvert 3 semaines avant son concurrent. Alors c'est quoi ici ? Ben écoutez, voilà mon nouveau drive. Un auvent flambant neuf, 6 pistes de livraison peintes en rouge vif. Cet équipement lui a coûté 150 000 € et il a dû embaucher 7 personnes. Mais il en est convaincu, ne pas réaliser cet investissement aurait été une grosse erreur. Si vous ne l'avez pas, ça, qu'est-ce qui se passe ? D'abord, si je ne l'ai pas, je ne réponds pas aux attentes d'une bonne partie de mes clients. Et surtout une partie qui augmente. Et surtout, c'est que ceux qui attendent ce service, et il y en a beaucoup, ils vont aller ailleurs, hein, donc je perds ces clients-là, alors qu'aujourd'hui, avec ce service, je gagne des clients de ceux qui n'ont pas forcément misé sur ce concept. Mais dans cette guerre du drive, conquérir de nouveaux clients n'est qu'une première étape. Pour rentabiliser son investissement, il doit fidéliser ses nouveaux consommateurs, car ils peuvent s'avérer plutôt méfiants. L'inconvénient du drive, c'est on a des salades un peu plus petites, on a des bananes qui ont des taches noires, des choux petits, enfin il faut se méfier. Du coup, vous continuez à prendre des produits frais ici ou pas ? Oui, je fais encore des essais et si ça va pas, j'irai faire un marché du coin. Le drive n'a que 6 mois et Cédric, le responsable, découvre tous les jours les exigences de ses nouveaux consommateurs. Le client, donc il est chez lui, d'accord, il passe sa commande. Il a par exemple remarqué que ses clients détestent qu'il y ait des erreurs dans les commandes. Pour y remédier, Cédric a donc investi dans des appareils ultra sophistiqués. Aujourd'hui, c'est au tour de Jennifer de le tester. À son avant-bras, un mini-ordinateur qu'on appelle PDA, relié à cette grosse bague accrochée à son index. Donc là, tu dois scanner
ton numéro de préparatrice. Cet équipement va l'aider à se repérer dans un labyrinthe de 15 000 produits. Dans le magasin, Jennifer va devoir suivre à la lettre les indications de son bras électronique. Et elles sont très précises. Pour chaque produit, le numéro de l'allée, du meuble et même de l'étagère apparaissent sur son écran. Alors, sur ton PDA, c'est où 1, 6. Donc on va se passer dans l'allée 1, élément 6. Donc allée 1, élément 6, c'est ici. Donc c'est soit le lait de droite, soit le lait de gauche. Donc avec ça, tu regardes quel est le prix et le code barre. Et tu le prends et tu le scannes. Avec la bague, elle identifie le produit. Alors, ce sera moins évident sur les autres produits, il n'y aura pas toujours que 2 articles. Hein. D'accord? Donc là, en fait, vous vous laissez guider, c'est ça? Voilà, on se laisse guider tout au long de la commande. Et c'est son bracelet électronique qui lui impose son parcours dans les 2500 mètres carrés de magasin. Donc voilà, entre les rayons, on essaye d'être assez rapide de façon à ne pas perdre trop de temps. Cédric a livré ses instructions. Jennifer peut se lancer dans la chasse aux produits commandés. Et tu cherches ton élément maintenant. Pour les produits classiques, comme le sucre, ce n'est pas très difficile. Pour d'autres, Jennifer a plus de mal. Car l'ordinateur indique parfois une étagère sur laquelle il peut y avoir plusieurs produits très ressemblants. Comme ici, au rayon édulcorant. Alors c'est dans celui-ci. C'est quel étage? Celui-là, le 5e. C'est ça. Dans le magasin, il y a un endroit où la technologie n'est d'aucun secours. Le rayon des fruits et légumes. Là, la jeune femme va devoir se mettre dans la peau d'un client. Comment vous les choisissez là? Je regarde les plus belles, à peu près. Donc il faut bien que tu regardes quand tu choisis une pomme qu'elle ne soit pas choquée, qu'elle ne soit pas talée. Cédric le sait, certains consommateurs n'ont pas été satisfaits de leur commande. Il doit donc prouver à ses clients qu'ils peuvent acheter les yeux fermés. Et son chiffre d'affaires en dépend. On a des gens qui au départ font un petit essai, prennent 1 kilo de pommes et qui se disent bon, il va me les choisir comment les pommes. Et puis quand ils voient que le kilo de pommes sont des belles pommes, après ils vont prendre une salade et puis des carottes, etc. Bien souvent, les premières commandes sont avec des paniers moyens relativement bas, donc pour essayer. Et ensuite, les paniers moyens augmentent et augmentent. L'objectif de Cédric, que ses clients ajoutent dans leur prochaine commande des produits frais comme du poisson ou encore de la viande. Pour Jennifer, la formation se termine. Après quelques jours de pratique, elle devrait être opérationnelle. Comme ses coéquipières, elle devra réaliser une commande en 30 minutes, 2 fois plus vite que les clients du magasin. Pour être rentable, tous les drives cherchent à augmenter la productivité de leurs salariés. Et dans cette course au temps, un concurrent a mis au point une mécanique redoutablement efficace. Au Puy-en-Velay, Leclerc a ouvert l'un de ses 312 drives. Mais ici, pas de décoration, pas de musique, pas de caissière. Nous sommes dans un entrepôt. À peine le camion vidé, les employés ne perdent pas de temps à faire de beaux rayons. Ils posent les cartons directement sur les étagères. Pour nous, c'est plus facile de poser carton sur carton plutôt que d'enlever. C'est pas un magasin, c'est juste un entrepôt. Donc il faut que ce soit pratique pour nous, mais rapide. Même si aucun client ne met les pieds ici, il faut remplir les étagères à toute vitesse. Éviter la rupture de stock, c'est la préoccupation numéro 1 du directeur, Jean-Pierre Largeron. Dans son bureau, il surveille en permanence les rayons de son magasin virtuel. Si je suis un client et que je veux acheter effectivement ce yaourt ici, on voit qu'il est non disponible. Le but, c'est d'avoir le minimum de ça. Si vous êtes client et que vous arrivez et que vous voyez ici écrit non disponible de partout, vous faites demi-tour. Vous n'avez aucun intérêt à aller faire vos courses s'il manque la moitié des produits. Jean-Pierre Largeron a une autre priorité. La chasse aux secondes perdues.
Dans cet entrepôt, il a tout fait pour que ses employés soient le plus efficaces possible. Lorsqu'elle prépare une commande, comme chez Intermarché, Laurie suit un parcours imposé par son scanner. Mais le système va encore plus loin. Ici, tous les produits sont numérotés. On ne sait pas ce qu'on met dans son sac, on prend J4 300, même on ne sait pas si c'est des haricots blancs ou si c'est du chou-fleur. On ne regarde pas en fait, on va vite, c'est juste pour aller au maximum de nos performances. Grâce à cela, Laurie réussit même à repérer et attraper certains articles sans s'arrêter. Et pour que les salariés aillent encore plus vite, les produits ont été volontairement mélangés. Ici, à gauche, le lait en poudre face aux confitures. Ou encore, ce shampoing à côté des lessives. Tous les produits vraiment vendus sur ce drive sont dans les premières allées pour éviter qu'on aille très loin, revenir chercher un produit, repartir. On essaye au maximum d'éviter les va-et-vient pour aller plus vite. Donc les produits qui sont par exemple tout au bout de cette allée-là, c'est les moins vendus. Cette logistique de précision permet à l'enseigne de préparer une commande moyenne en 10 minutes. C'est 3 fois plus rapide que dans un drive en magasin. C'est physique ou pas? Un peu, oui, il faut être endurant un peu, parce qu'il faut courir des fois. Laurie est en permanence en alerte. Lorsque ce signal retentit dans l'entrepôt, elle doit immédiatement interrompre sa préparation. C'est un client qui vient chercher sa commande. Et les consommateurs détestent attendre. Oh, il faut que la cliente soit livrée dans les 2-3 minutes. En moyenne, il faut que ça aille rapide. Ils n'attendent pas dans les magasins. Les drives, c'est pour que ça aille vite. Donc il faut que la livraison soit rapide. Chaque jour, 150 clients défilent sur ce parking. Ils sont servis en quelques minutes. Bonjour. Et bien souvent, ils n'ont pas conscience de la course contre la montre qui règne en coulisses. Bonjour, merci. À votre avis, elle a mis combien de temps pour faire vos courses? Moi, je mettrais 3 quarts d'heure, 1 heure. Elle, je sais pas du tout. Je sais pas, mais je pense qu'ils sont peut-être un peu plus efficaces, donc on va dire une demi-heure, non? C'est moins que ça. Même. Moins que ça. C'est plutôt 10 minutes. Bonjour. Au drive, tous courent après le temps. Il faut dire que grâce à la scanette reliée à l'informatique, la direction peut mesurer leur productivité à tout moment. Sur son écran, Jean-Pierre Largeron sait tout de l'activité de ses employés, du temps de préparation au nombre de livraisons par heure. Quand les salariés sont en période d'essai, cela permet d'éliminer les moins rapides. Ensuite, c'est le moyen d'évaluer leur performance. Chacun vient régulièrement faire le point avec le directeur. Aujourd'hui, Laurie veut connaître ses chiffres. Donc la semaine dernière, bonne semaine, hein, comme d'habitude, 227 moyenne. Donc 227 UV de l'heure, hein, donc c'est très bien. Elle a préparé 227 produits par heure la semaine dernière. C'est plus que la moyenne exigée par le directeur. Comme les autres, Laurie gagne un peu plus que le SMIC. Elle ne touche pas de prime de rendement, mais elle a parfaitement intégré la pression du chronomètre. Laurie, vous, c'est des informations que vous venez chercher régulièrement, ça? Oui, ça sert à nous placer par rapport aux autres, voir si de mois en mois, de semaine en semaine, on peut régresser, augmenter. Ça nous met un peu dans les rangs, ça nous aide un peu à savoir où on en est en fait. Cette obsession du temps permet à l'enseigne de réduire considérablement le coût en main-d'œuvre de chaque commande. 4 € en moyenne, au lieu de 12 € pour une préparation en magasin. Les drives en entrepôt coûtent moins cher et ils ont un autre avantage. Ils constituent un moyen très efficace de déstabiliser les concurrents. Pascal Perraudot, c'est l'homme du drive chez Leclerc. Il a été le premier à en ouvrir un il y a 6 ans. Aujourd'hui, il est aux commandes de cette nouvelle activité en pleine croissance. Cette année, il va superviser l'ouverture de plus de 80 drives.
Le projet qu'on vous présentait, Monsieur Perraudot, c'est un Leclerc Drive déporté dans la ville d'Antibes. D'accord. Voilà. Antibes. Antibes. Ce projet lui tape immédiatement dans l'œil. Exactement, qui est un gros carrefour. Le site, il est fabuleux, là. Il y a combien de passages, là? 90 000 véhicules au jour à peu près. Un emplacement avec beaucoup de passages. C'est un critère stratégique. Mais il va focaliser son attention sur un autre élément primordial. La présence, juste en face, d'un gros concurrent. Je vais vous montrer la zone de concurrence qui se situe sur les terres de Carrefour. Donc là, vous avez les zones de concurrence. Donc le Leclerc Drive, vous voyez, il est juste ici. Et a priori, le Carrefour n'a pas encore de drive. On va aller chercher un des vaisseaux amiral de Carrefour. On va aller le titiller. C'est très offensif quand même comme démarche. C'est très très offensif puisque là, on va aller lui piquer 7 à 8 millions de chiffre d'affaires. Pascal Perraudot veut mener cette bataille des emplacements partout en France. Il a donné pour consigne à tous les propriétaires de magasins d'ouvrir chacun 3 drives. Il s'apprête à faire la même chose chez lui, à Toulouse, en répliquant à Chronodrive, une filiale d'Auchan. Bon, moi, j'ai été le premier drive ouvert en octobre 2007, Leclerc en France. Ouais. Et Chronodrive est venu me chercher là, effectivement, à 300 mètres de chez moi. Puisqu'ils sont venus me chercher ici, je vais aller chercher celui-là peut-être. Ah bon? Voilà. C'est-à-dire, vous allez aller le chercher? Bon, par ici, là, dans ce secteur, là. Je vais me mettre là, à peu près. Ah bon? Ouais. Où ça? Montrez-nous. Ici, là. Voilà. Ah oui. Voilà. C'est déjà bouclé ou? C'est bien avancé, on va dire. Ouais. Avec sa stratégie d'encerclement, Leclerc veut devenir le numéro 1 français de la grande distribution. Et s'il a choisi le drive pour y parvenir, c'est parce qu'ouvrir un supermarché est devenu quasi impossible. Au Puy-en-Velay, le propriétaire du Super U en sait quelque chose. Depuis des années, Philippe Boutreux veut construire un nouveau magasin, mais il n'en a pas le droit. Pourtant, il est passé de 1000 à 2500 clients par jour et maintenant, il se sent à l'étroit. Donc vous voyez, pour gagner de la place, on est obligé de superposer les produits. Donc ça, c'est pour nous très compliqué. Et puis, pas très agréable pour les clients pour découvrir le produit, se faire une idée du produit. On est obligé de regarder le produit comme ça en hauteur. Hein. Là, les enfants, faut qu'ils grimpent là, pour essayer la maison. Là. Faut qu'ils se fassent une idée, en tout cas, de ce que peut être la maison. À l'extérieur, les réserves sont de l'autre côté de la route. Et c'est un trafic incessant d'employés qui traversent la rue en tirant des palettes. Pour le personnel, eh bien moi chaque jour je tremble en espérant que je n'ai pas un accident. Philippe Boutreux veut déménager. Il a donc acheté une parcelle sur une zone commerciale. Mais pour installer un nouveau supermarché, un simple permis de construire ne suffit pas. Il faut monter un dossier volumineux et tenter de convaincre une commission d'élus locaux. C'est la loi. Philippe Boutreux a déjà déposé 6 demandes et essuyé 6 refus. Mais s'il avait voulu ouvrir un drive, il n'aurait eu aucun problème. Aujourd'hui, je pourrais ouvrir un drive dès que je le souhaite, puisqu'il me suffirait juste d'un permis de construire. Il n'y a absolument rien qui pourrait faire que je ne l'installe pas. Les drives échappent totalement à la législation des supermarchés. Comme ils n'accueillent pas de clients dans leurs murs, ils sont considérés comme des entrepôts. Et ce vide juridique commence à inquiéter les élus. À la mairie du Puy-en-Velay, Laurent Wauquiez a vu s'ouvrir à son insu 2 entrepôts qui abritent des drives. Ce qui l'agace, c'est qu'il n'a pas eu son mot à dire. Un drive permet au fond de contourner la loi et d'ouvrir ou d'implanter un magasin sans avoir à se poser la question de l'aménagement du territoire, de l'équilibre du développement commercial. D'une certaine manière, j'ai envie de dire, on ouvre ça en douce, en passant dans le dos des maires et des élus, et on n'a quasiment aucun outil de réaction. Au fond, d'une certaine manière, l'expérience des drives me fait penser qu'on a besoin d'une évolution de la législation en la matière, pas pour fermer la porte des drives, ce serait stupide, mais pour mieux les accompagner,
s'assurer qu'ils ne sont pas tous situés au même endroit, s'assurer qu'ils répondent, je dirais, à des zones de population qui sont différentes et essayer d'avoir une vision d'aménagement du territoire. Mais au Puy-en-Velay, la loi risque d'arriver trop tard, car toutes les grandes enseignes se sont déjà converties au drive. Une percée fulgurante qui a piqué au vif les petits commerçants de la ville. Eux aussi ont décidé de s'y mettre. Celle qui a lancé le drive des petits commerçants, c'est Ginette Vincent. Elle tient une boutique de vêtements pour enfants et depuis quelques mois, elle s'est mise aux nouvelles technologies. Elle n'est pas dans le bon sens. Ce matin, elle met en ligne une nouvelle robe sur son site internet. Je les visualise toutes pour voir si j'en ai d'autres. La couleur de la photo est un peu terne, mais ça fera l'affaire. C'est vraiment une aventure, hein, parce que mettre des photos en ligne, j'avais jamais fait ça. Hein. C'est vrai que je suis toute contente d'y arriver. Quelques clics, une description du produit. La robe est désormais sur le site de vente en ligne des petits commerçants. Voilà, elle est là. Elle se retrouve en position 1 puisqu'on vient de la rentrer. Le site s'appelle acheteraupuy.com. Plus de 3000 articles sont proposés. Des vêtements, des fleurs ou encore de la viande. À part les photos pas toujours réussies, il n'a rien à envier aux mastodontes du e-commerce. À l'autre bout de la ville, Dominique Ribert, elle aussi, s'est lancée dans le drive. Elle a payé un abonnement de 500 € par an pour être sur le site, mais elle reçoit déjà 2 à 3 commandes par semaine. Alors c'est le cadenel, c'est un bouquet de roses, rose rouge et rose rose. Mais ce bouquet, il ne va pas attendre la cliente chez la fleuriste. 5 roses rouges. Dominique va le déposer à quelques rues de là, à la Maison de la Presse. Cette boutique centralise les commandes du drive. C'est la solution que les petits commerçants ont trouvée pour rendre leur service plus attractif. Voilà. Au revoir, bonne journée. 2 heures plus tard, une jeune cliente se présente. C'est elle qui a commandé les roses. Bonjour. Je viens récupérer ma commande que j'ai commandée sur Acheter au Puy, s'il vous plaît. Avec son bouquet, elle a aussi acheté du pain. Merci. Et le pain. Merci. Vous avez 2 produits là en fait. Oui, voilà. C'est l'avantage. Du coup, j'ai pas allé et chez le boulanger et chez le fleuriste, surtout qu'ils sont pas du tout au même endroit. Donc du coup, je viens tout chercher ici en fait. Voilà. Au revoir. Et cette expérience pourrait bien faire école. Dans d'autres villes, les petits commerçants envisagent déjà de copier le drive du Puy-en-Velay. Des supermarchés au centre-ville, le drive est en train de bouleverser nos habitudes de consommation. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Guylaine. Première question, les drives c'est gratuit pour le consommateur, mais est-ce que c'est rentable pour la grande distribution? Est-ce que c'est un modèle économique qui marche? Alors aujourd'hui, c'est très difficile de dire si ça marche ou non, parce qu'on est à une période charnière. Vous l'avez vu, les distributeurs cherchent justement comment ils vont faire pour proposer ce service que demandent les clients sans perdre trop d'argent. C'est un équilibre qui est très fragile à cause des frais de personnel. Parce que vous, quand vous faites vos courses, c'est vous qui poussez le caddie. Là, c'est le monde à l'envers. C'est un préparateur qui le fait à votre place et c'est ça qui coûte de l'argent entre 4 et 12 €. Parfois plus, lorsque les préparateurs sont au cœur d'un hypermarché avec des milliers de mètres carrés. Et là, ça prend évidemment encore plus de temps. Carrefour, qui est le champion de l'hypermarché, on attribue une phrase au patron de Carrefour qui aurait dit « Si on n'a pas de drive, on perd des clients. Si on fait du drive, on perd de l'argent. » Donc tout l'enjeu est là, c'est comment on fait du drive pour gagner des clients et pas trop perdre d'argent. Alors, autre avantage des drives, c'est qu'il est créateur d'emplois par ces temps de chômage. C'est pas rien. Oui, c'est un vrai vivier. Chez Intermarché, on m'a annoncé 1500 créations d'emplois rien que cette année, que pour le drive, des emplois nets. Ce n'est pas des caissières qui vont au drive, c'est vraiment des emplois nets. 2000, d'après ce que me dit Leclerc. Donc oui, c'est un formidable levier de recrutement et de création d'emplois, avec toutefois des différences. Parce que lorsque vous êtes préparateur dans un hypermarché, vous faites des kilomètres tous les jours. Et franchement, c'est usant d'après les témoignages que j'ai pu recueillir, de gens qui n'ont pas souhaité témoigner. Et puis, si vous êtes dans un entrepôt, là, tout est fait pour gagner en productivité. Oui, on l'a vu dans le reportage. Mais aussi pour le confort de travail.
D'accord. Le drive, selon vous, est-ce que ça sonne vraiment une révolution dans la grande distribution? Est-ce qu'on a changé d'époque là? Oui, vraiment, je pense que c'est une révolution. Lorsqu'on parcourt la France, vous voyez partout des panneaux Leclerc Drive, Carrefour Drive, Auchan Drive. Il y a un vrai Alors phénomène. pas dans la capitale, hein, La capitale, je pense que ça va venir. Ça va venir aux abords de la capitale. D'après mes informations, Leclerc est en train de chercher une solution pour implanter du drive au cœur de la capitale. Et là, ça va secouer pour la concurrence. Reste que oui, il y a une vraie révolution et une forme d'anxiété aussi chez les patrons de supermarchés qui se disent si le drive marche, qu'est-ce que je fais moi avec mon supermarché? C'est tout de même dans mon supermarché que je gagne de l'argent. Et chez Leclerc, par exemple, ils ont limité à 7000 produits sur le drive pour éviter justement de perdre trop de clients. Ils se disent les clients sur le drive, ils achètent l'achat corvée, les packs d'eau, les conserves, et on espère qu'ils vont venir pour l'achat plaisir chez nous, dans le magasin. Merci Guillaume. Guylaine. C'est un sujet particulièrement sensible que nous allons aborder maintenant, l'adolescence et le crime. Qui sont ces jeunes qui basculent dans la violence ultime et deviennent des meurtriers? Pourquoi, par exemple, un jour, des copains de collège assassinent-ils l'un des leurs? Pourquoi un garçon de 16 ans frappe-t-il à mort une fillette de 12 ans? Cette actualité d'adolescents parfois sans passé judiciaire surgit à la une des médias plusieurs fois par an. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, on comptabilise en moyenne 40 meurtres et assassinats commis par un adolescent chaque année en France. Nous avons tenté d'explorer plusieurs de ces histoires pour comprendre comment un jeune de 15-16 ans peut tuer parfois même de sang-froid. Un document d'Aurélia Guillemin et Claire-Marie Denis. Aurélia répondra aux questions de Guylaine à la fin de son reportage. Encore quelques kilomètres. Les derniers cette fois. Son fils l'attend. Pendant toutes ces années, elle n'a jamais raté un parloir. Elle reste une mère pour le meilleur et malgré le pire. Depuis ce jour où la police a frappé à sa porte. J'ai cru que c'était pour un vol. Hein. On ne pense jamais que c'est pour une chose pareille. Je ne croyais pas. Il a fallu que c'est lui qui me l'avoue, que c'était vrai, que c'était lui qui l'avait fait. Moi, je ne le croyais pas. Ce qu'elle ne pouvait pas imaginer, c'est que son fils de 17 ans ait pu commettre un crime et qu'il terminerait son adolescence derrière ses murs. Nous l'appellerons Nicolas. Il a 32 ans. Et sort ce jour-là de 13 ans d'incarcération. Bonjour à tout le monde. C'est chaud. Bon, désolé si j'étais un peu long, mais bon. Son meurtre, il ne l'a jamais nié. Il a aujourd'hui payé sa dette à la société, mais il lui faut maintenant vivre avec un crime sur la conscience. À des centaines de kilomètres de là, un autre drame et encore des adolescents impliqués. Ils étaient 4. 4 garçons sans problème seraient devenus, ensemble, en une nuit, les meurtriers d'un de leurs meilleurs amis. Ils l'ont fait asseoir là, cet endroit, comme un tribunal qui décide que quelqu'un doit mourir. Comment ils ont pu dire oui les 4, aller jusqu'au bout les 4 sans qu'il y en ait un qui arrête personne? J'ai du mal à imaginer qu'ils ne se sont pas rendus compte, quoi, en fait. Un crime rarissime et une énigme pour eux aussi, qui cherchent désespérément une explication dans l'album de famille. Il y a 4 ans, Andy, leur neveu, a tué ses parents et ses 2 petits frères. Partie de la famille. Pourtant, c'est un criminel. C'est ça qui est dur. Le sang de ma mère, le sang de mon frère, mon sang. Donc, c'est très compliqué. Ils sont chaque année quelques-uns à briser leur vie en même temps que celle de leurs victimes. Une violence soudaine de la part d'adolescents qui n'ont pas le profil de délinquants, encore moins de criminels. Comment expliquer de tels passages à l'acte? Qui sont ces meurtriers à peine sortis de l'enfance? Nicolas a accepté que nous partagions ses premières heures de liberté. Et ça commence par des petites joies simples. Désolé s'il mange mal, mais bon. Pendant 13 ans, j'ai mangé tout seul. Et en 13 ans, ce moment, il en a rêvé des centaines de fois. Ah, ça fait du bien de rentrer à la maison. Hein. Bah ouais, je me doute. Hein. Quand même, hein.
Nicolas rejoint aujourd'hui le domicile familial. C'est chez lui, mais il est un peu désorienté. Allô? Ça va quoi, frérot? Bien? Ça y est, je suis sorti, ça y est. Là, je fume une cigarette pour apaiser les choses parce que là, je sais plus où je suis moi-même. Vous êtes un peu perdu. Ouais, j'avoue, je suis un peu perdu aussi, donc c'est pas après vous, hein, c'est par moi-même. Cette maison, c'est celle où il a grandi, celle aussi où il a été arrêté. Il y a donc ici des bons et des mauvais souvenirs. C'est spacieux, on va dire. Ça va me changer la vie. Voilà, on peut discuter de tout, hein. Là, y a pas de souci. Hein. Il témoigne anonymement, ça, par respect pour la famille de la victime. J'ai plus très peu d'envie. Il craint aussi le regard qu'on pourrait porter sur ses proches. Mais lui n'a jamais fui sa responsabilité. Difficile d'imaginer en regardant ce garçon frêle qu'il ait un jour pu tuer de ses mains. Il a pourtant frappé à mort une adolescente de 12 ans, une gamine qui voulait sortir avec lui. Il y a eu des menaces parce que je voulais pas sortir avec cette personne. Moi, de là, ça rigolait un peu de ma gueule dans le quartier. Et de là, petit à petit, c'est monté en air. Les jours, ils sont passés. Les semaines, ils sont passées. J'ai pris sur moi au début, un petit bout de temps. Et au bout d'un mois, j'ai craqué. Et de là, ça a pété les plombs. Mais je me rendais pas compte de ce que je faisais. Je sais que j'étais en train de faire du mal, mais j'arrivais plus à m'arrêter. Je tapais. Et j'avais les yeux noirs. C'était plus moi. Moi-même, je me suis pas reconnu. La date du crime n'est pas anodine. 3 ans, jour pour jour après le suicide de son père. Pour les experts qui l'ont examiné, Nicolas était une bombe à retardement. Vraiment, il y a beaucoup de points qu'à jouer. Il y avait le décès de mon père. Il y avait ma mère qui se remettait avec quelqu'un assez vite. Voilà, il y a peut-être beaucoup de choses que j'ai pas compris quand j'étais plus jeune et qui m'ont fait basculer dans le mauvais. En perdant mon père, je perdais ma vie. C'est bête hein, ce que je dis, mais c'est ça. À cette époque-là, c'est comme ça que je l'avais vu. Et vous étiez en rage de ça? J'étais en rage contre tout le monde, j'en voulais à la terre entière. J'avais qu'une idée en tête, c'était de me tuer moi. C'était pas tuer une personne, mais celle qui a tout pris. Et une fois qu'on m'a mis en prison, encore fait plus bizarre bien sûr, j'étais soulagé. Le monde où j'étais avant, il me déplaisait. J'avais trop de soucis familiales, peut-être trop de pression à mon âge et que j'ai pas su gérer peut-être. Parce que j'étais un jeune garçon qui gardait tout en lui-même, c'est tout. Je faisais montrer aucune émotion. Maintenant peut-être c'est ce qui m'a fait défaut. C'est que je parlais très peu avec les gens et qui m'a fait couler. Le malaise silencieux d'un jeune homme désespéré et une explosion de violence que personne n'a vu arriver. Tous les adolescents peuvent-ils ainsi se transformer en criminels? Le groupe est-il un élément déterminant à cet âge? Depuis 1 an en Normandie, 4 copains sont en prison. À seulement 15 et 17 ans, ils ont avoué avoir tué un de leurs meilleurs amis. Du fond de sa cellule, l'un d'eux a récemment écrit à cette femme. C'est son fils, Alexandre, qui a été tué. Anna, si je t'écris cette lettre, c'est pour te demander pardon du plus profond de mon cœur. Je n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé dans ma tête. Je n'arrête pas d'y repenser et je m'en veux terriblement. Je ne sais pas comment tu vas prendre cette lettre et si tu vas accepter mes excuses. Quelques lignes fébriles et les mots d'un meurtrier présumé qu'elle connaît depuis longtemps. Il était ici comme chez lui. La maison était ouverte, il mangeait, il dormait, de la même façon qu'Alexandre était accueilli dans sa famille quand il en avait besoin. Hein. C'était ça, hein, la routine habituelle. Hein. Donc, normal. Hein. Poli, débarrasser son assiette, ranger ses affaires. Respectueux. C'est un cauchemar, quoi. Je veux dire, c'est encore un cauchemar. Mon fils devrait pas être mort et eux, ils devraient pas être là où ils sont. Tout semble pourtant avoir été préparé. Il était 23h30 ce soir-là. Alexandre a attendu que sa mère s'endorme pour monter à l'arrière du scooter d'un copain et aller fumer en forêt. Il ne se doute de rien.
À quelques kilomètres de là, 3 autres camarades attendent. Chacun a une mission à accomplir. Il fait nuit noire. Et seul le faisceau d'une lampe torche éclaire ce qui va devenir une scène de crime. Un premier coup de feu, puis un deuxième. L'adolescent s'écroule. Son corps est aspergé d'essence et incendié. Le drame s'est joué en moins de 15 minutes et a marqué pour longtemps les esprits de ceux qui vivent ici. Comment 4 jeunes garçons, sans aucun antécédent judiciaire, ont-ils pu en arriver là? Depuis un an, les enquêteurs cherchent en vain une explication à la hauteur du drame. En réalité, tout a commencé par un cambriolage. 3 semaines avant le meurtre d'Alexandre, les 4 adolescents en question s'introduisent ici par effraction. Ils sont rentrés par où? Alors, les 4 adolescents sont rentrés juste ici, là, vous voyez, par le petit grillage qu'il y a là. Ils ont passé ici. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont forcé cette fenêtre. À l'intérieur, ils volent 3 écrans plats, quelques bijoux, une console de jeu et aussi les armes du propriétaire. Ils connaissaient bien les lieux, ils sont souvent venus ici. Le fils de la maison est un copain. C'est pour lui particulièrement douloureux de nous parler aujourd'hui. Il se sent trahi et coupable à la fois. C'est lui qui a montré les fusils de son père à 4 amis en qui il avait toute confiance. Ils sont venus tous les 4 ici pour faire une soirée, quoi. Puis on était un peu tous bourrés, ils sont rentrés là-dedans et tout. Puis ils ont regardé tous les fusils et tout, quoi. Puis ils jouaient un petit peu avec et tout. Puis après ils les ont reposés tranquilles et puis on est reparti dans la cuisine. Vous avez réalisé qu'il y avait un danger à leur montrer ces armes? Non. Est-ce qu'ils ont vu les munitions? Ah ouais, c'était là-dedans. Je me dis que c'est de ma faute. Parce que j'ai montré les armes. Puis Alexandre, il était avec une arme de chez moi en plus. Alexandre n'avait rien à voir avec ce cambriolage. Mais quelques jours plus tard, il voit les objets volés et menace ses amis de les dénoncer à la police. Est-ce pour cette raison qu'il a été tué? Sa mère et ses frères n'ont pour l'instant que ce mobile auquel se raccrocher. Ce jour-là, ils ont rendez-vous chez leur avocate. Le procès approche. Les 4 meurtriers présumés seront bientôt jugés devant les assises. Pour les plus jeunes, ils encourent la peine de 20 ans de réclusion. Alors que les 2 plus âgés auront une peine qui peut aller jusqu'à perpétuité si l'excuse de minorité est rejetée. C'est du huis clos sur les 2 cas? Oui, tout à fait. À part des sanctions, cette famille n'attend pas grand-chose des débats. Guillaume, l'un des frères d'Alexandre, a souvent côtoyé les accusés. Et il s'est forgé une conviction. Non mais ils ont fait ça, moi je sais pourquoi ils ont fait ça. Ils l'ont tué parce qu'ils voulaient pas se faire dénoncer pour le cambriolage. Moi je le sais très bien, pourquoi la jerrycan d'essence? Pour faire disparaître le corps. C'est exactement comme ça. Ils ont vu un peu trop de séries comme ça et puis ils se sont dit bon bah voilà, ça aurait été punition, ils avaient pas envie de se faire confisquer la console, tout ça. C'est exactement comme ça. Ça paraît tellement absurde de se dire... Mais oui, mais c'est absurde, mais c'est comme ça. Ils ont pas réfléchi. Ils ont... Les conséquences. Tête vide. Bon, donc on se revoit très vite dès que j'ai les dates d'audience. Commettre un crime pour cacher un délit. Inconcevable pour des adultes. Mais les adolescents raisonnent-ils de la même façon? Et agissent-ils différemment quand ils sont tous ensemble? Ce psychiatre a observé le phénomène de groupe à cet âge. Et la mécanique qui opère est malheureusement souvent la même. Chacun énonce une proposition, on va faire ci, l'autre surenchère, on va faire ça, et puis le scénario se construit comme ça, sur la base d'une surenchère, où chacun peut penser à un moment que l'autre va l'arrêter dans sa surenchère. Mais au lieu de l'arrêter, il
surenchérit encore à nouveau. Voilà. C'est-à-dire que les éléments, on va dire raisonnables, n'ont pas voix au chapitre dans un groupe. C'est-à-dire que, au contraire, ça peut avoir l'air de quelque chose d'un facteur d'exclusion. C'est-à-dire, voilà, lui, c'est un dégonflé, il veut pas, machin. Donc, c'est une période de la vie où les gens se sentent, les jeunes se sentent d'une grande fragilité. C'est-à-dire qu'effectivement, la critique, la moquerie, le colibet peut les briser complètement. Et ils ont l'impression qu'ils s'en relèveront pas. Donc si ça doit passer par un homicide pour appartenir à un groupe ou pour rester dans un groupe, certains vont aller jusque-là. Alors quand vous confrontez les deux, quand vous mettez les deux choses, rester dans un groupe d'adolescents et commettre un homicide, on se dit c'est absurde, qu'est-ce qu'il raconte, c'est pas possible, c'est pas vrai. Encore une fois, l'homicide n'est pas forcément perçu comme dans tous les impacts que nous, avec notre vision d'adulte, on sait exactement ce que c'est. Tuer quelqu'un, c'est priver la vie, c'est une famille dans le deuil, c'est du malheur. Ce que les auteurs voient après, d'ailleurs, c'est dans un deuxième temps qu'ils réalisent qu'effectivement leur victime elle est au cimetière, que voilà, il y a ceci, il y a des parents, mais sur le moment, ça n'intervient absolument pas dans leur champ de conscience, si vous voulez. Il y a le groupe et puis commettre un acte, qui semble amener de la valorisation vis-à-vis du groupe parce qu'on n'a peur de rien, on va de l'avant. Voilà. L'adolescence, la période de tous les dangers, en particulier chez les garçons, impulsifs et encore immatures face à la mort. Mais c'est aussi à cet âge qu'apparaissent certains troubles mentaux et de manière parfois très brutale. Tribunal de grande instance d'Ajaccio, le début d'un procès hors norme. Un tout jeune homme au visage enfantin. Et son expression était impassible, il a jeté quelques... L'affaire est unique dans les annales judiciaires. Celui qu'on juge a tué ses parents et ses deux petits frères. Andy n'avait que 16 ans. Ses oncles, ses tantes, ses cousins défileront à la barre. Une famille doublement affectée. Celui qui a causé leur malheur, ils l'ont vu grandir. Est-ce que vous êtes encore le grand-père d'Andy? Non, pour moi, il n'existe plus. C'est tout. C'est possible. C'est malheureux. Si dans le box, là, il y a eu un inconnu, on aurait pu exprimer notre haine, notre truc. Là, on ne peut pas parce que c'est le petit-fils. Vous comprenez? La partie civile uniquement. Aucun d'eux n'a souhaité revoir l'adolescent après les faits. Ce sera la première fois depuis 4 ans. Mais leur apportera-t-il les réponses qu'ils attendent tant? Pour les avocats d'Andy, ce procès n'a pas lieu d'être. L'accusé devrait simplement être interné. Nous, on espère naturellement qu'il soit déclaré irresponsable parce qu'on considère que c'est le mieux pour lui, le mieux pour la société, et parce que ça cadre complètement avec son geste, qui est un geste insensé. Un geste insensé signe-t-il forcément la folie? Les avocats de la famille d'Andy n'y ont jamais cru. Ce n'est pas parce que le mobile vous apparaît futile au commun des mortels que l'acte est monstrueux. Ce n'est pas pour autant qu'il s'agit d'un acte d'un fou. L'accusé aurait voulu s'exprimer en public. C'est à huis clos, je confirme. Le tribunal a refusé, le jugeant trop fragile. Andy, 19 ans, est aujourd'hui le seul témoin encore vivant de ce qui s'est joué ce 12 août 2009, derrière les murs de la maison familiale. Il a tout raconté aux gendarmes, dans les moindres détails, mais il a refusé de reproduire les gestes du crime. Nous nous sommes procuré les photos de la reconstitution, et c'est un enquêteur qui rejoue les scènes décrites par Andy. Il est 3h15 du matin quand il se réveille, et selon ses dires prépare, sans savoir pourquoi, 2 sacs, avec des vêtements et quelques objets de valeur. L'idée de tuer lui serait venue en passant devant le râtelier où sont posées les armes de son père. Il enfile alors des gants en latex, charge le fusil à pompe, s'avance dans la chambre de ses parents et tire sur chacun d'eux, à bout portant. Andy explique alors être allé calmement dans la chambre des frères jumeaux pour faire feu à nouveau.
avant de quitter la maison, il vide le coffre-fort et retourne achever ses petits frères, qu'il a entendu gémir. Pendant 24 heures, Andy va errer seul entre plage et maquis, où son attitude apparaît étrange à ceux qui le croisent. Myriam, sa tante maternelle, n'était jamais revenue ici. Donc ben c'est là, hein, il l'a retrouvé là. Hein. C'est l'endroit précis où Andy a été retrouvé par son oncle au lendemain du drame. C'est ici qu'il se cachait. Il a demandé ce qu'il avait fait, et puis il a dit qu'il avait fait une grosse bêtise, et que... Une bêtise énorme. Puis il a dit qu'il avait tué tout le monde, toute sa famille. Donc voilà, après la gendarmerie, après tout ce qui s'en est suivi. Si vous vous souvenez du petit qu'il était, qu'est-ce qu'il était? Un petit jovial qui rigolait tout le temps ce grand sourire, le même sourire que sa mère. Ouais, un gamin normal, tout à fait normal, qui grandit, qui va à l'école, qui fait des bêtises, tout à fait normal, un gamin tout à fait normal. Qui était pour bien moi, dans sa famille. Ah oui, ouais. Très très bien, hein. Très très bien, très aimé, très attendu, très aimé. Ironie du sort. Hein. Un meurtre imprévisible, une affaire inédite et un suspect qui ne ressemble à aucun autre. À la gendarmerie d'Ajaccio, c'est l'adjudant-chef Morel qui entend Andy. Il a vu arriver un gamin épuisé mais calme, docile et très bien élevé. Rien des délinquants dont il a l'habitude. Il était assis sur sa chaise face aux enquêteurs et il était attentif aux questions qu'on lui posait, mais très, très détaché de la situation. C'est un gamin qui est très poli, qui coupe pas la parole, par exemple. En 33 heures d'audition, Andy ne montrera ni tristesse ni colère. À la question « Pourquoi a-t-il tiré ?», il répond invariablement « Je ne sais pas. Il fallait que je le fasse. » La journée d'avant les faits, encore, ils étaient à la plage avec les parents. Ils se renseignaient pour aller faire du parachute ascensionnel. Et ils avaient des projets en commun. Et le soir, sans aucune raison, sans aucun motif, sans déclencheur, on va dire, il a ce passage à l'acte. Le pourquoi reste la grosse interrogation dans ce dossier. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi ce jour-là? Et pourquoi sa famille? Faute d'explications tangibles, y a-t-il eu des signes annonciateurs du drame? Ses amis avaient-ils remarqué quelque chose? Chloé était une de ses copines cet été-là. Elle décrit un adolescent sympa, sportif et bon élève. Peu avant les faits, elle lui parlait tous les jours sur Internet. Et elle se souvient qu'un événement l'avait un peu troublée. Cet été-là, tout allait bien jusqu'à qu'il perde son ami. Son ami qui est décédé d'un accident de moto. Et ils se connaissaient depuis le collège et tout. Tu l'as senti marqué par ce décès? Oui. Il m'avait dit une fois que son ami lui manquait, mais ce qui est normal. Et voilà, mais mis à part ça, sinon, moi je l'ai toujours connu quand il allait bien. Mais dans certains échanges sur les réseaux sociaux, Andy apparaît parfois déprimé, déçu de ses premières relations sentimentales. Voici quelques-uns des propos qu'ont relevés les enquêteurs dans son ordinateur. On a tous des vies de merde. On passe notre temps à souffrir. À 18 ans, je deviens tueur à gages. Il suffit juste que je pète un câble. À moi, il m'avait dit qu'il voulait faire sauter sa maison. Mais... ça, c'est la façon de parler de la plupart des jeunes, en tout cas. Donc, ça m'a pas vraiment choquée. T'as pas pensé que ça pouvait être sérieux? Ah non, pas du tout. Parce que, comme j'ai dit, en général, les langages comme ça, même si c'est pas des choses à dire, c'est assez courant. Est-ce que les mots violents qu'il a prononcés correspondent à sa violence à lui? Une violence que tu avais repérée? Voilà. Non, pas du tout. Jamais? Non, jamais. C'était plutôt le contraire. Il était affectueux et je me sentais plus en sécurité qu'en danger quand j'étais avec lui. Preuve de leur amitié, quelques anciens camarades ont dédié une page Facebook à Andy. Persuadé qu'il n'était pas lui-même au moment des faits.
Retour à Ajaccio. Au tribunal, c'est le 4e jour du procès. Et pour les avocats d'Andy, cette journée est cruciale. Ah oui. C'est vraisemblablement la journée plus importante. La cour attend les experts. Car si le déroulé du drame ne fait plus aucun doute, personne ne comprend encore ce qui s'est passé dans la tête de l'adolescent. La médecine a-t-elle les clés pour expliquer un tel passage à l'acte? Ce quadruple meurtre peut-il révéler l'entrée dans une pathologie psychiatrique? 5 collèges d'experts se sont penchés sur le cas Andy. Psychiatres, psychologues, neurologues. Près d'une dizaine de spécialistes au total et autant d'avis parfois diamétralement opposés. Moi, j'ai l'intime conviction qu'il n'est pas malade, que ce n'est pas un malade mental. Il n'est pas un psychotique, il n'a pas de production mentale pathologique. Il est dans la réalité. Il n'y a pas de délire, il n'y a pas d'hallucination, donc pour moi, ça reste assez clair. On voit qu'il a une maladie mentale de fond, qui est le trouble de la personnalité, d'un état limite sans doute, et il a fait un épisode aigu psychotique au moment des faits. L'un d'entre eux a-t-il vu juste? Même de cela, personne n'est certain. Et les derniers mots d'Andy à la cour ne feront qu'ajouter à l'énigme. « J'aimais ma famille et je les aime toujours », dira-t-il au juré qui s'apprête à délibérer. Chose rare, ses avocats n'ont pas plaidé pour alléger sa peine, au contraire. Ils réclament l'enfermement de leur client en milieu psychiatrique. À 19 ans, Andy est seul, rejeté par ses proches et il est, selon eux, dangereux pour lui-même. On ne peut pas raisonner comme si on défendait le voyou lambda. Le relâcher ce soir, c'est à mon avis la certitude qu'à court ou moyen terme, il mette fin à ses jours. Je préfère qu'il le condamne à de l'emprisonnement plutôt qu'il dise monsieur, vous êtes acquitté, au revoir, vous êtes libéré ce soir. Il va aller où là? C'est un clochard là. Le verdict leur donnera raison. Après 5 heures de délibéré, Andy a été déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés, mais irresponsable de ses actes. Il a donc été interné. 5 mois après, dans le sud de la France, la famille paternelle d'Andy attend qu'il soit rejugé. Sa grand-mère, son oncle et sa tante n'acceptent pas la décision du tribunal. Moi, j'ai pas entendu réellement de troubles comme c'est un psychopathe, un schizophrène. J'ai pas entendu de maladie. Moi, on m'a dit, il a un trouble de la personnalité. Excusez-moi, on a tous un petit peu un trouble de la personnalité. C'est pas pour ça qu'on prend un fusil et qu'on va faire un acte pareil. Vous vous rendez compte tout ce qu'il a préparé? Il faut quand même calculer tout ça. Penser aux gants, penser à enlever les douilles par terre. Il a nettoyé à certains endroits. Et certains endroits, il a nettoyé, oui. Arrêtez. On ne peut pas accepter une chose pareille. Ce verdict-là arrange tout le monde. Arrange tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il arrange la société aussi. La société, voilà, il est fou. De toute manière, ça ne peut n'être que l'œuvre d'un fou pour faire ça. On ne tue pas son père et sa mère, et a priori, les enfants, si on n'est pas fou. Imaginez qu'un adolescent puisse, en conscience, supprimer toute sa famille, serait-il, pour chacun de nous, trop effrayant? Face à l'insoutenable, eux restent persuadés qu'Andy a manipulé tout le monde. Et cela ajoute à leur chagrin et à leur colère. On aimerait tourner la page, mais on ne pourra jamais. Je pense que cette colère, c'est vraiment de la peine. J'ai du mal à encaisser. Oui. Au bout de 4 ans, je suis encore... et je pense que même les années futures, je serai toujours imprégné par rapport à cette affaire. Ça ne soigne pas, ça. Pour survivre, la grand-mère d'Andy tente comme elle peut de l'effacer de sa mémoire. Pour moi, il est mort, c'est clair. Même sa petite enfance, j'y pense même pas. Elle a renoncé à comprendre ce que son petit-fils ne pourra peut-être jamais lui expliquer. Le chemin est long pour assumer d'avoir tué. Dans le nord de la France, nous rejoignons Nicolas. Le jeune homme récemment sorti de prison a beaucoup travaillé sur lui-même. C'est pour cela que la justice lui a accordé une libération conditionnelle. Il est libre, mais toujours sous surveillance. Ouais, ça y est, c'était posé ce matin. Mon bracelet électronique. Ce bracelet réglemente chacun de ses déplacements. Cela fait partie de ses obligations.
Il doit aussi travailler et continuer à voir un psychologue. Nicolas a conscience d'avoir une deuxième chance et c'est à sa victime et à ses proches qu'il pense aujourd'hui. Moi, certes, je suis dehors, donc ma famille, ils peuvent me toucher, ils peuvent m'embrasser, tandis que leurs filles ne reviendront jamais. Et ça, j'en suis conscient. J'aurais bien voulu demander pardon le jour où j'étais peut-être condamné, mais je ne l'ai jamais fait, car moi-même, je ne me le pardonne pas. Un acte pareil ne demande pas le pardon, c'est tout. Tout ce que vous pouvez faire, c'est quoi alors? Tout ce que je peux faire, c'est continuer à vivre et réussir ma vie pour dire que j'étais pas qu'un meurtrier. Et ça, peut-être, le pardon, il viendra là. Parce que même le mot bonheur, j'ai du mal à le dire, car j'ai pas de bonheur à avoir. Mais vouloir rendre heureux les gens, oui. Les gens qui m'entourent, les rendre heureux, oui, c'est ça qui me rend heureux, peut-être d'un côté. Mais moi, dans mon cœur, j'arriverai pas à être heureux tant que... Tant que je serai vivant, je pense. Nicolas n'a que 32 ans. Il a du temps pour reconstruire sa vie. Mais son crime pèse lourd en lui et il refait surface à chaque nouveau drame impliquant un adolescent. Lui sait mieux que quiconque que ces jeunes auteurs se sont condamnés bien au-delà de la peine prononcée par la justice. Bonsoir Aurélia. Bonsoir Guylaine. Vous avez mis près de 10 mois pour pouvoir réaliser ce document. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de retrouver des adolescents tueurs et les faire parler? Parce que d'abord, ils sont très peu nombreux. Il faut savoir que ce genre d'acte, c'est vraiment très très peu d'affaires. C'est tout à fait exceptionnel. Et puis ensuite parce que, effectivement, les retrouver après des années de prison, savoir ce qu'ils sont devenus, c'est extrêmement difficile. Parce que ce qu'ils veulent, eux, c'est d'abord qu'on les oublie. Alors j'en ai eu quand même quelques-uns au téléphone. En tout cas, j'ai réussi à savoir ce qu'ils étaient devenus. Il faut savoir que la plupart reprennent une vie normale. Certains ont fait des études, se sont réintégrés socialement. Et puis il y en a même qui sont parents. Voilà. Après, les convaincre de parler, évidemment, c'est une autre histoire. Alors, comment est-ce que vous avez tissé le lien avec Nicolas ? Nicolas, ça s'est passé différemment. C'est son avocat, Maître Moyard, qui est un avocat lillois, qui a été très très marqué par ce dossier, très marqué par ce client qui est évidemment pas un client ordinaire, qui m'a permis d'entrer en contact avec lui alors qu'il était encore incarcéré. Donc on a échangé par courrier, par téléphone, longtemps, pendant qu'il était incarcéré. Mais il n'a pas mis tellement longtemps à se décider. Il n'a pas hésité à parler, Nicolas. Il voulait parler. Il voulait parler parce que vous l'avez entendu, il a des choses à dire. Et puis il avait un message fort à faire passer, Nicolas, qui était c'est pas parce que l'acte est monstrueux. On peut avoir des actes monstrueux, mais derrière, il n'y a pas forcément des monstres. Alors Aurélia, qu'est-ce que vous savez de ces jeunes adolescents qui ont tué? Qu'est-ce que vous savez de leur réinsertion? Alors, ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que Nicolas, par exemple, il nous a dit quelque chose de très important. Il nous a dit, vous savez, quand on a vu le pire de soi-même, on a toujours quelque part un petit peu peur de soi. Ça ne veut pas dire qu'ils vont récidiver. Au contraire, et l'enquête que j'ai menée me l'a démontré encore un peu plus, on n'entend plus jamais parler d'eux. Ils ont fait la une des journaux à un moment donné, et plus jamais on entend parler d'eux. Et ça s'explique. Ça s'explique parce qu'en fait, ces actes-là, c'est un peu comme un crash d'avion. C'est-à-dire que c'est une multitude d'événements qui à un moment donné s'agglomèrent et aboutissent au pire. Voilà, à un instant T très précis, tout un tas de petites choses qui auraient pu être anodines, prises séparément. Voilà. Et qui ne se reproduisent pas donc. Et voilà, c'est hautement improbable que ça se produise. C'est encore plus improbable que ça se reproduise. Et lorsqu'il s'agit d'adolescents qui sont atteints de maladies mentales? Alors là, c'est une autre problématique. Mais alors, les psychiatres sont assez intéressants là-dessus parce qu'ils disent que ces actes-là peuvent marquer en fait l'entrée dans la maladie mentale, comme un acte, le passage à l'acte inaugural. C'est le moment où on passe d'un état de normalité apparent à la maladie. Alors, ça peut être très violent, c'est rare, mais ça peut se passer comme ça. Et ça ne veut pas dire que ces psychotiques-là resteront dangereux ensuite. Merci Aurélia pour ces précisions. Merci Guylaine. C'est l'une des actualités de cette semaine, les scènes d'émeutes au Trocadéro dans la capitale. Le club de foot, le Paris Saint-Germain, sacré champion de France, rêvait d'une fête. Elle a été gâchée. Jets de pierre, violence, vitrines de magasins saccagées, pillées, heurts avec les forces de l'ordre. Soupçonnés d'avoir été à l'origine de ces incidents avant que le relais ne soit pris par des casseurs, des supporters du club sportif surnommé les Ultras. Une frange historique
et radical du PSG. Depuis 10 ans, Envoyé spécial s'intéresse à ces groupes et a consacré plusieurs enquêtes sur la violence de certains supporters à Paris, mais aussi en Pologne, ou dans les stades et en pleine ville. Insultes racistes, antisémites émaillent les compétitions. Football, état de siège, retour sur le reportage de Franck Genozo et Mathieu Birden. Ils sont près de 200, déterminés à se battre. Nous sommes en février dernier, au soir de Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille. Les supporters marseillais ont boycotté le match. Alors, à l'entrée du Parc des Princes, c'est entre eux que les Parisiens règlent leur compte. L'altercation est violente. Un homme ne s'en relèvera pas. Il s'appelle Yann Laurence, c'est un supporter de 37 ans. Lynché, il décédera quelques semaines plus tard des suites de ses blessures. À l'époque de notre premier reportage, il y a 10 ans, les violences dans ou aux abords des stades n'avaient encore jamais conduit à la mort d'un homme en France. En ce soir de février 2010, Yann Laurence est le deuxième en moins de 4 ans. La suite de notre reportage commence un soir de match au Parc des Princes. Les supporters du PSG rendent un dernier hommage à Yann Laurence. Un homme s'est glissé au milieu des spectateurs. C'est un policier en civil. Jacques Prigent commande la section anti-hooligan. Lui et ses hommes ont une mission. Aller au contact des supporters les plus dangereux. Il y a 10 ans, nous les avions accompagnés lors d'un match à Marseille. Nous avons suivi un policier DRG pendant tout le match, toujours en caméra cachée à sa demande. C'est en bas, près du terrain, que la situation est la plus intenable. Les projectiles pleuvent. Ouais, on se prend ça dans la gueule quand même. Ouais, non, mais attends, c'est dingue quand même. On dit que Paris c'est des cons, mais eux ils sont bien placés aussi. Ah ouais, non, attends, ils sont tous Quelques secondes après cette discussion, le policier est blessé à la tête. Il doit quitter son poste et partir se faire soigner. Impossible d'aller se battre, ils le savent. S'ils se précipitent sur les filets de protection, c'est pour impressionner l'adversaire. La bataille se déroulera donc à distance. Projectile du côté marseillais, taillé pour blesser, comme cette pièce de métal. Pièce de monnaie aiguisée, batterie de téléphone portable, fumigène ayant échappé à la fouille. Les supporters parisiens viennent demander des comptes aux policiers DRG. Pour désamorcer la tension, il faut dialoguer. Le jour où toi, tu auras un gosse et ton gosse il sera brûlé par un fumigène, tu viendras pleurer en disant c'est dangereux. Le jour où la loi sera respectée de toutes les façons, de la même façon partout, là ça sera réglé. Le temps que ça sera respecté qu'à Paris, ça ne sera jamais réglé. Les femmes, vous savez quoi, je vais répondre, ça risque de se dégrader encore plus à Paris. Les femmes, c'est gros. Parce que plus ça passe, plus ça se dégrade, et un jour ça va éclater, ça va faire très mal. Et vous savez aussi bien que ça va faire très mal. Comme il y a 10 ans, nous accompagnons ces hommes en caméra cachée pour ne pas gêner leur travail. Bon, allez, on va aller voir un peu. On va faire le tour des bistrots. Quelques heures avant PSG Bordeaux, Jacques Prigent surveille les alentours du Parc des Princes. Il est rentré dans le jambon. Il est parti consommer, il est avec un gars. Tu regardes si c'est pas lui, on cherche. Parce que je trouve qu'il ressemble beaucoup. Aujourd'hui, pas question de projectiles ou de fumigènes. Les policiers travaillent sur une affaire de meurtre. Comme on dit, on est impliqué dans l'enquête sur le décès de Yann Laurence. Et on a des gens qu'on cherche à identifier. Donc, la personne dont je viens de parler, c'est celui-là. Quoi, c'est celui-là. Il ressemble. L'heure du match approche, direction l'intérieur du stade, et plus précisément le PC sécurité du Parc des Princes. Il y a 10 ans, c'est à cet endroit que nous l'avions rencontré. À l'époque, Jacques Prigent ne souhaitait pas qu'on montre son visage, mais déjà, il connaissait celui de centaines de supporters. C'est Mathieu. Ouais, c'est Mathieu. Lui, c'est Mathieu. C'est Mathieu. Et lui, il a fait quoi? Lui, il a lancé la cabine. Il a fait rouler la cabine. Ces supporters étaient alors soupçonnés d'avoir lancé ces toilettes en plastique dans une fosse entre les tribunes et le terrain.
Oui, ils sont connus. On t'accompagne, vous êtes connectés ? 10 ans plus tard, retour exactement au même endroit. Le PC sécurité est en ébullition. Les policiers viennent de repérer un homme grâce à la vidéosurveillance. Ouais, c'est lui. C'est lui qui le fracasse. Regarde, il a le même blouson qu'il a en tribune PGOM. Vous allez le sortir. Et nous on les récupère. Toi, vous prenez les identités. Ok. Ok, on y va. Là, par contre, si on trouve, si c'est bon, waouh. Les policiers décident d'intervenir directement en tribune. On avait une cible aujourd'hui et on l'a trouvée, donc on va aller voir un petit peu si c'est bien la personne que l'on pressentait. Un des suspects du meurtre de Yann Laurence vient d'être repéré. Les policiers sont visiblement nerveux. On voit sur le reportage une histoire de pissotière qui se balade, là c'est autre chose, quoi. C'est autre chose. L'opération est délicate. Il faut extraire de la tribune le suspect et 3 témoins potentiels sans provoquer de réaction hostile. Les policiers appellent alors les agents de sécurité du stade en renfort. Hey, normalement, ils sont juste à l'angle. Ouais, ils sont là. Tu vois le black? Eh ben, c'est les 4 à côté. Okay. C'est bon. On y va, on laisse sortir. En tout, c'est une quinzaine d'hommes qui montent en tribune. Les 4 cibles sont accompagnées jusque dans les coulisses du stade. Voilà, c'est lui. Ouais, c'est lui. Ah, c'est bon, c'est le bon mec. Hey, je pensais pas qu'ils allaient revenir. Les policiers prennent alors leur identité et commencent à les interroger. Après quelques questions, les 4 hommes peuvent retourner à leur place. Quelques semaines plus tard, ils seront arrêtés, placés en garde à vue, puis finalement relâchés, faute de preuves. Oh, David. Comment le hooliganisme a-t-il pu s'étendre de cette façon? En 10 ans, la législation anti-hooligan a pourtant été renforcée à plusieurs reprises. Plus d'interpellations et plus d'interdictions de stade, 20 fois plus qu'il y a 10 ans. Pour certains, cette répression a été efficace. Stéphane, par exemple, a quitté le monde des hooligans. Avec nous, c'est la première fois qu'il remet les pieds au Parc des Princes. Je reconnais rien du tout parce que avant c'était pas comme ça. On dirait plutôt qu'on va rentrer dans une prison. Avant son interdiction, il venait régulièrement ici pour se défouler. Moi, si j'avais pas de billets, j'essayais de rentrer en force. Pour les matchs PSG Marseille, il n'y a pas de place. Alors, on attendait, puis après on fonçait. Mais bon, même les forces de l'ordre, ils reculaient. Nous avions rencontré Stéphane pour le journal de 20h. C'était un soir de novembre 2006. À 2 pas du Parc des Princes, un supporter parisien vient d'être abattu par un policier qui cherchait à protéger un fan du club de Tel Aviv. Stéphane est là, aux premières loges. Vous avez été visé, vous? Ouais, 2 fois. 2 fois. Ouais, il m'a fait tirer dessus. Dans la foulée, il est interpellé pour outrage. Puis, quelques jours plus tard, interdit de stade pour une durée de 9 mois. 9 mois pendant lesquels il est obligé de pointer au commissariat plusieurs fois par semaine. Tous les matchs du PSG déjà, que ce soit au parc et à l'extérieur. Tous les matchs de Créteil, mais qu'à Créteil. Et Paris FC, Saint-Gratien, pareil, qu'à domicile. Ça faisait 3 fois, voire des fois 4 fois par semaine. Le samedi, si j'avais des invités à la maison, il fallait que je m'absente. Bon, je leur disais pas pourquoi. Je m'absentais 1 heure. Il y a ça, il y a les craintes de perdre sa femme, de tout ça, Les enfants aussi. Aujourd'hui, le PSG a quasiment disparu de la vie de famille. Il regarde tous les matchs quand même. Je suis champion. Au grand soulagement de sa femme et de ses enfants. Mais j'aimerais bien Auxerre champion de France. C'est plus le même homme maintenant. Il a changé, il est plus calme, il est moins stressé. Et il boit plus comme avant, il s'est stoppé. Parce que quand il partait au Parc des Princes, quand midi il rentrait, mais on ne savait jamais quand il ressortait. Des fois il nous appelait pendant la nuit, il disait ouais je suis en garde à vue ou je suis à l'hôpital. Vous auriez accepté qu'il marche dans vos pas, entre guillemets, qu'il devienne un hooligan? Non. Ah non. Vous pouvez nous expliquer ça? C'est un peu spécial aussi ce monde-là. On peut se faire tuer, on peut tuer les autres, on peut gâcher sa jeunesse, gâcher sa vie.
En quelques mois, Stéphane s'est débarrassé de tous ses souvenirs du PSG, à une exception près. C'est dur d'avoir encore sur votre peau les lettres PSG marquées? Bah ça c'est... oui. Mais il va partir. C'est-à-dire? Je vais en faire un autre tatouage qui va le recouvrir. Vous voulez plus avoir le PSG dans la peau? Fini. Pour Stéphane, les interdictions de stade ont fait l'effet d'une cure de désintoxication. Mais d'autres ont choisi de rester dans le mouvement hooligan. L'un d'entre eux a accepté de nous rencontrer. Le rendez-vous est fixé en forêt, loin de tout. Fabien est un hooligan parisien, un des plus actifs en France. Il participe régulièrement à des combats, le plus souvent loin des stades, des bagarres organisées à l'avance. Il appelle cela des fights. On se bat, on repart, terminé. Uniquement entre personnes consentantes, entre guillemets. Tout à fait. Le but, c'est ça. Qu'on puisse plus dire, ces voyous, ils foutent les stades en l'air, ils se battent, il y a des gosses au milieu. Là, c'est plus le cas. Exemple avec cette vidéo amateur. Lyon contre Lille, sous l'œil affolé des habitants. Je sais pas moi, le 15, le 18. Les règles sont fixées à l'avance. Même nombre de combattants de part et d'autre, pas d'armes, interdiction théorique de frapper un homme au sol. Les bagarres se déroulent souvent la veille des matchs et directement sur la voie publique. Les berges d'une rivière, aux abords d'une voie ferrée ou tout simplement dans une rue un peu à l'écart de la ville. Pour être tranquille, être loin de la police, et puis justement pour éviter les dégâts collatéraux, quoi, hein. Avant, à l'ancienne, on attaquait un bar, mais quand tu attaques un bar, tu peux te prendre une chaise dans la gueule, tu peux te prendre un tesson de bouteille. Là, on limite vachement les risques parce que, normalement, on est tous à main nue. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, en termes de sensations? De l'excitation, de la peur, bien sûr, on ne pourra pas dire qu'on n'a pas peur, hein. L'adrénaline est tellement intense qu'on est un petit peu drogué, on va dire. C'est une sensation naturelle que je retrouve que dans ces fights, quoi. Pour comprendre, voici à quoi peut ressembler une fight vécue de l'intérieur. Paris contre Bordeaux en 2008. Un hooligan parisien filme la scène. Vous n'avez pas peur un jour de blesser sérieusement ou de tuer quelqu'un? Si, bien sûr. On y pense. Maintenant, je pars du principe que ça peut être moi aussi. Moi, je fais en sorte de ne pas avoir d'armes. Donc je me dis, si je le blesse avec un coup de poing, si je lui casse le nez, c'est pas grave, quoi. Ça peut aller plus loin, bien sûr. Il peut tomber sur un trottoir, la tête dessus, etc. Mais ça fait partie du jeu. Demain, vous faites une compétition de motocross, vous atterrissez mal sur le sol, vous vous éclatez la gueule, c'est pareil. C'est arrivé qu'on se batte et qu'après, certains mecs viennent dans notre bar discuter de la fight, boire un coup avec nous, et il n'y a pas de problème. C'est ça que les gens doivent comprendre. Mais les relations ne sont pas toujours aussi cordiales. Et les règles loin d'être respectées. Il y a 3 ans, Niçois et Parisiens décident de s'affronter à Antibes, la veille du match. Un participant tombe alors du haut d'un muret. Il est inconscient, grièvement blessé. Mais personne ne semble vraiment s'en préoccuper. Les pseudo-règles, comme celle qui veut qu'on ne frappe pas un homme à terre, volent en éclats. Malgré les appels à la raison. Fabien a accepté de nous accueillir chez lui. C'est depuis son ordinateur qu'il organise une bonne partie de son activité de hooligan. C'est simple, j'ai mon site internet, je clique par exemple sur Nice. Voilà, première page. Photo des gars de leur noyau. Avec certains numéros de téléphone, adresses. Des centaines de photos et d'informations confidentielles, minutieusement classées par équipe ou par pays. À quoi ça vous sert d'avoir tout ça? C'est bien d'avoir les photos, qu'on puisse les reconnaître dans la rue un jour de match. Et puis, pour certains groupes, le numéro de téléphone et adresse, ça peut servir vraiment en cas de coup dur, quoi. C'est-à-dire?
Si jamais il faut régler ça d'une autre manière, on sait où les trouver, quoi. À partir du moment où dans ta boîte aux lettres, tu retrouves un mot d'une autre part, où tu nous trouves devant ton travail ou devant ta porte, ben, tu te dis, merde, là, en fait, j'ai peut-être sous-estimé, quoi. Comment vous récoltez ces informations? On a tous des métiers différents. Il y a des métiers qui font qu'on a accès à des choses qu'on n'aurait pas si on était juste boulanger, quoi. C'est-à-dire, quel type de métier, par exemple? Oh, bah, je sais pas. C'est quelqu'un qui peut travailler chez France Télécom ou quelqu'un qui est dans la police. Dans leur carnet d'adresses, ils ont aussi des avocats. Auprès d'eux, ils testent la légalité des banderoles ou des drapeaux qu'ils envisagent de déployer dans le stade. Charles Martel Fan Club, vous voulez faire? Ça, on vous l'a déconseillé aussi? Ouais, encore plus celle-là, ouais. Encore plus celle-là. Charles Martel, on sait bien ce que ça représente, quoi. Mais bon, on va nous dire encore une fois, on est des vilains fachos, quoi. En fait, c'est extrêmement organisé, quoi. Plus qu'on ne l'imagine. Y compris financièrement, on a tout, on peut s'autogérer. Il y a des quêtes, des dons, des ventes de matériel comme des autocollants, des t-shirts, ce genre de choses. L'argent qui est récolté sert à financer les avocats, les parties civiles s'il y en a à payer, ce genre de choses. Si quelqu'un est gravement blessé, va à l'hôpital, etc., on va s'occuper des frais. Moi-même, j'ai fait de la prison. Grâce à eux, j'étais pas accroché au bout d'une corde dans la cellule, quoi. Parce que je me préoccupais plus de savoir comment ma famille allait être nourrie, comment j'allais payer mes avocats, etc. Tout était géré. Tout était géré. Fabien est marié. Il a 2 enfants et un travail stable. Monsieur tout le monde, dit-il. Même si dans ses placards, au milieu des jouets et des DVD, trônent quelques souvenirs de bagarres. Mon petit trophée, c'est l'étiquette du manteau du leader des hooligans de Twente. Bah, c'était la fin de l'affrontement, on s'est retrouvés face à face. Et puis j'ai réussi à le coucher, on va dire. Et puis en lui souhaitant la bienvenue à Paris, je lui ai arraché ça de sa veste. C'est marrant, moi j'en suis fier. Et si Fabien est fier d'avoir malmené les Hollandais de Twente, c'est que les Pays-Bas ont longtemps fait figure de précurseurs en matière de hooliganisme. Il y a 10 ans, c'est à Rotterdam que nous nous étions rendus. Voici le stade du Feyenoord Rotterdam. Pour que les supporters des équipes adverses ne soient jamais en contact avec ceux de Feyenoord, on a construit un pont métallique entièrement couvert. Il relie la gare aux tribunes réservées aux visiteurs. Aujourd'hui, le pays est loin d'avoir éradiqué ces bagarres. Mais les terres de hooliganisme se sont déplacées plus à l'est. Les supporters les plus craints en Europe se situent désormais en Pologne. Nous sommes à Rzeszów, non loin de la frontière avec l'Ukraine. Et ici, on ne fait pas contrôler ces banderoles par qui que ce soit. Sur celle-ci, on peut lire « L'élite de la race aryenne est de retour ». Une propagande ouvertement raciste et d'extrême droite. Aujourd'hui, les 2 équipes de la ville s'affrontent. Ce n'est qu'un match de 3e division, mais les gros bras sont de sortie. Ce sont nos rivaux éternels. On doit prouver qu'on est meilleur qu'eux. Ça peut être dangereux parfois? C'est toujours dangereux. Pas plus de 5000 spectateurs, mais autant de policiers que pour OM-PSG. Armes au poing, toute une ville en état de siège. À l'entrée, les spectateurs sont fouillés par des agents cagoulés. C'est mieux pour leur sécurité, nous dit-on. Le match commence. Les provocations aussi. Des 2 côtés, les insultes antisémites fusent. Puis viennent les banderoles. Sur une d'entre elles, on voit un homme portant une kippa aux couleurs de l'équipe adverse, barré d'un trait rouge. Accompagné de la mention « Mort au nez crochu ». En Pologne, cette incitation à la haine raciale est passible de 5 ans de prison. De chaque côté, on brûle des écharpes et des maillots de l'équipe adverse. La tension est de plus en plus vive. Alors lorsqu'une équipe marque,
Les supporters en profitent pour faire sauter une barrière. Les hooligans adverses se préparent à la bagarre. Mais leurs rivaux n'iront pas plus loin et se retournent contre les agents de sécurité. L'explication entre hooligans n'aura finalement pas lieu. C'est le club de Resovia qui remporte le match. Les supporters sont de bonne humeur. Ils nous convient au barbecue organisé le soir même. Marseillaise en notre honneur. Salut d'extrême droite au club français. Et au milieu de la fête, un sociologue supporter qui tente une explication. Les clubs polonais et l'équipe nationale n'ont pas de bons résultats. Alors les supporters sont fiers d'être premiers dans la Ligue hooligan. Ils exploitent les faiblesses de la loi polonaise, qui n'est pas très stricte dans ce domaine. En Europe de l'Ouest, les hooligans risquent gros, les stades sont mieux sécurisés. Mais ici, nous n'avons pas encore eu de Margaret Thatcher pour éradiquer le phénomène, comme elle avait pu le faire en Grande-Bretagne dans les années 80. Les hooligans bénéficient-ils d'un certain laxisme? À Rzeszów, ville sinistrée de 170 000 habitants, ils font en tout cas partie du paysage. Au lendemain du match, 3 d'entre eux nous ont donné rendez-vous. À notre grande surprise, ils nous attendent directement au siège du club. Leur leader n'avait émis qu'une condition, que les membres de notre équipe aient tous la peau blanche. Les joueurs noirs ou juifs, on n'en veut pas chez nous. On ne veut pas d'une équipe comme votre équipe de France, où la plupart des joueurs viennent de l'étranger. On préfère que ce soit des Polonais de souche qui jouent. Ouais, votre équipe de France, c'est pas l'image de la France telle qu'on la voit à la télé. Ouais, c'est juste un mélange de joueurs noirs qui viennent d'Afrique et qui représentent la France. Ces hommes affirment qu'ils se battent plusieurs fois par semaine avec d'autres hooligans, ceux du club rival de la ville. Ici, les bagarres, c'est 24 heures sur 24, tous les jours de l'année. Chacun tient son territoire, sa cité. Et il faut savoir qu'en sortant de chez nous, nous pouvons rencontrer l'ennemi à tout moment. Ici, on se bat uniquement avec les poings, pas de couteau ou d'objets. Non, rien de tout ça. Mais dans les cités toutes proches, les hooligans mènent une guerre sans merci. Chaque rue est aux couleurs d'un des 2 clubs de la ville. Les comptes se règlent à l'arme blanche, une demi-douzaine de morts par an. Ici, on appelle cela la guerre sainte. Triste ironie dans la ville de Jean-Paul II. Pourrait-on voir émerger un jour un championnat de France des hooligans? Au cœur de l'hiver, nous avons appris que certains d'entre eux s'apprêtaient à se battre au cours d'un tournoi clandestin. Le rendez-vous a été fixé dans un village reculé du centre de la France. L'adresse, communiquée à la dernière minute. Nous y entrons en caméra cachée. Pendant que le ring est installé, les participants se succèdent sur la balance. La pesée pour les Parisiens! 35 combattants, dont un tiers de hooligans notoires. Les règles sont celles du free fight, un sport de combat dont les compétitions sont interdites en France. Pieds, poings, genoux, saisie, projection, pas de combat au sol, pas à terre. Et pas de coup de coude. Premier combat. Et très vite, premier blessé. Une 50aine de personnes assistent à l'événement. Il y a même un membre de la sécurité du Parc des Princes. C'est alors que s'avance sur le ring une vieille connaissance, Fabien, le hooligan qui nous avait accueillis chez lui. Oui, si tu défenses, tu tapes tout ce que tu as, ça va pas durer longtemps.
Nous ne pensions pas le retrouver ici. Il est venu à l'invitation de hooligans lyonnais. L'événement est organisé par plusieurs mouvements d'extrême droite. Alors, l'avenir du hooliganisme passe-t-il par des bagarres toujours plus organisées? Non. Non. Il faut que l'imprévu perdure, quoi. Il n'y aura plus le côté adrénaline qu'on ne retrouve pas, là. Donc non, il faut que ça reste comme c'est. Le côté rue, baston entre potes, à l'ancienne, ça manque très peu. Arnaud de Nice contre Mathias de Lyon. Malgré sa femme, ses enfants, son travail, Fabien n'a pas l'intention de décrocher. Les hooligans quittent progressivement les stades. Les couleurs qu'ils défendent sont parfois devenues un prétexte, derrière lequel se cache un besoin irrépressible de violence. Une violence qui, en France, cette saison, a conduit à l'arrestation de près de 700 personnes. C'est avec ce reportage toujours d'actualité que nous refermons notre émission. Merci de l'avoir suivi. Pour rester en contact avec nous, vous connaissez bien sûr notre adresse internet france2.fr. Vous pouvez nous faire partager vos commentaires, voir ou revoir les reportages de ce soir. Et puis vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter avec #envoyé spécial. À très vite. Et puis n'oubliez pas, envoyé spécial la suite, samedi 14 h. Nous reviendrons sur un document que nous avions consacré aux familles nombreuses il y a 20 ans. Comment ont évolué ces familles XXL? Et puis, coup de chapeau à une journaliste d'envoyé spécial, Delphine Pruneau, qui a remporté le prix franco-allemand pour un reportage intitulé « Le miracle franco-allemand, à quel prix ?» Un reportage réalisé avec Frédéric Bonne, Antonin Fajon, Myriam Semerjian, Julien Klein et Myriam Milan. Bravo à eux tous. Tout de suite, c'est complément d'enquête. Très bonne fin de soirée sur France 2.